Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Chill, toujours sur l'ODJ Média. Aujourd'hui, nous parlons des législatives algériennes qui ont eu lieu en début de mois de juillet. Je reçois Monsieur Hafid Boutaleb, cofondateur de l'initiative pour les communautés économiques du Maghreb, pour discuter de ce sujet. C'est Hafid, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation. Alors, pour commencer, si vous pouvez brièvement m'expliquer ce que c'est que cette initiative pour les communautés, économiques du Maghreb. Alors, ISEM, Initiative pour la communauté économique du Maghreb, est une association qui est de droit marocain, fondée en 2019, au moment du Hirak, suite à ma rencontre personnellement avec Amin Bouhassan, qui est algérien installé au Maroc depuis plusieurs années, qui est fier de son algérianité et qui aime beaucoup aussi le Maroc. Il assume aussi sa part marocaine aujourd'hui après tant d'années ici au Maroc. Avec Amin, en plein Hirak, on s'est enthousiasmé pour les perspectives que ce mouvement populaire pouvait offrir à toute la région. Et on espérait voir un post-Hirak apaisé, une Algérie apaisée, une Algérie qui accepterait d'ouvrir le dialogue avec son voisin marocain. Nous avons donc lancé cette association, nous avons invité un certain nombre de cadres marocains, algériens, tunisiens, installés au Maroc, et on a avec Amin animé un certain nombre d'activités. Amin lui-même mène son combat personnel pour le Maghreb en faisant les sommets de tous les continents. Il a fait le Kilimandjaro, la Concagua, le mont Elbrouz, et une fois au sommet, il sort un drapeau Maghreb United. Donc ça, c'est son combat personnel, et à côté, évidemment, nous avons mené un certain nombre d'événements pour rapprocher la communauté d'affaires maghrébine ici à Casablanca avec les décideurs de Rabat, et permettre de comprendre comment mieux implémenter ce traité de libre-échange, le traité Agadir, vous savez, qui ouvre le marché donc marocain, tunisien, égyptien et jordanien. On a essayé aussi de voir comment améliorer, ou plutôt rapprocher les communautés d'affaires d'Algérie avec celles du Maroc. On a collaboré avec CARE, le Centre d'action pour la réflexion d'entreprise à Alger, présidé par l'homme d'affaires Slim Atmani. Et aussi avec la CGEM, avec laquelle que je remercie, notamment un certain nombre de hauts cadres de la CGEM qui ont participé à nos événements, qui ont aussi échangé avec leurs homologues, je dirais peut-être algériens, des hommes d'affaires aussi algériens, la communauté d'affaires en Tunisie, avec l'UTICA aussi, le patronat tunisien. Tout se passait bien, nous organisions des événements présentiels, puis il y a eu Covid, on est passé en distanciel avec les webinaires, jusqu'à ce que nos partenaires d'Algérie commencent à nous demander de ralentir le rythme, et puis nous ont demandé de prendre la distance parce que la répression commençait à s'accentuer. Puis la tension s'est installée aussi entre le Maroc et la Tunisie. Et aujourd'hui, ISEM est plus, ou plutôt c'est plus orienté vers des actions culturelles. Nous avons organisé un prix littéraire que Amin a mené avec un certain nombre de membres de l'association brillamment. Personnellement, je n'étais pas impliqué dans cette activité. Il y a eu aussi la chanson maghrébine. On a pu associer, plutôt faire des chants en webinaire avec une partie jouée au Maroc, une partie jouée en Algérie, et donc il y a aussi d'autres initiatives sportives et liées aussi à l'économie sociale et solidaire, puisque le volet business et politique aujourd'hui est totalement neutralisé. Alors, comme vous le mentionnez, les perspectives ou les opportunités entre les pays du Maghreb sont vraiment très larges et très diversifiées, mais on se heurte toujours au même problème, celui du régime militaire. Donc maintenant, pour nous réorienter un petit peu vers le sujet de fond, qui est celui des législatives qu'a connu l'Algérie il y a quelques jours, avec seulement 20,79% de participation officielle. Est-ce qu'on peut toujours parler d'un simple désintérêt économique, ou est-ce que c'est un peu un verdict public ou un verdict populaire contre cette politique algérienne? Alors, il y a un vote sanction, oui, effectivement, qui a été planifié par le pouvoir, paradoxalement. On a un pouvoir algérien qui ne veut pas avoir une chambre forte, un parlement fort, et qui ne veut pas une structure partisane forte. C'est pour ça que nous nous retrouvons avec des résultats historiquement faibles. Parce qu'au-delà de la participation, effectivement, 4,8 millions de votants, qui est la plus basse de toute l'histoire de l'Algérie,
pour un pays de 48 millions d'habitants. Au-delà de ça, c'est aussi l'érosion des votes pour les partis traditionnels. Un parti comme le FLN obtient 350 000 voix. Le Front de Libération Nationale, qui est mentionné dans l'hymne national algérien, n'a plus que 350 000 voix. C'est l'équivalent d'un parti comme le PPS au Maroc. Pourtant, nous sommes 30% moins importants en termes de chiffres. Est-ce que vous pensez que c'est cette perte de légitimité causée par le régime militaire qui dégouline un petit peu sur toutes les autres institutions? Alors, si on prend point de vue temporel, donc déjà, je disais, le Maroc est moins important en termes démographiques. Petite comparaison, peut-être qu'on nous ferons plus tard. Nous avons quand même eu 9 millions d'électeurs aux élections pour 37 millions d'habitants. Donc, il y a une plus grande capacité des partis politiques marocains à capter les citoyens et à les intéresser à la vie publique, même si, évidemment, l'activité politique au Maroc et l'exercice démocratique n'est pas la panacée. C'est un exercice long. Nous sommes toujours en train de parachever, mais nous voyons quand même que nous avançons. On se souvient des législatives de 2007. Même il y avait eu 6 millions de voix, je pense. Donc aujourd'hui, petit à petit, on progresse. Par rapport à votre question, moi, je réponds par un chronogramme. Tout a commencé en avril avec cette fameuse loi votée au Parlement, ou plutôt avec des amendements introduits à la loi, notamment l'article 200 de la loi électorale, pour pouvoir donner pouvoir à la police, aux autorités d'enquêter sur les candidatures, ce qui a abouti à l'annulation de 3000 candidats, empêcher 3000 Algériens d'aller s'adresser au peuple pour pouvoir défendre un projet de société. Donc il y a déjà un filtre avant les élections. Exactement, il y a un filtre avant les élections. Il y a eu toutes sortes d'amendements, et les amendements les plus durs ont été noyés dans des amendements de forme qui donnaient l'impression d'une approche progressiste. Par exemple, le niveau d'instruction des candidats a été introduit, c'est-à-dire un niveau minimal d'instruction, ce qui semble positif. Deuxième point, c'est les protocoles liés à la prestation de serment, ce qui est un point formel. Et puis troisième point, d'un coup, le président peut annuler les voix, les candidats élus au niveau des scrutins locaux. Et donc vous voyez comment noyer dans des points plutôt de forme ou plutôt qui introduisent des réformes assez positive, on lance le pavé dans la mare. Le président peut annuler une expression de vote populaire. Le président peut aussi... Même après le vote? Oui, même après le vote. Donc là, on ne parle pas de candidats, on parle d'élus. D'élus, voilà, effectivement. On parle d'élus, il peut annuler les résultats des élections locales. Donc il y a le blocage local, effectivement. Il y a aussi la suppression de l'avis du Conseil suprême de la magistrature. Si vous voulez, il y a plusieurs autres éléments de forme et puis de fond. Et si on va les résumer en 3 points. D'abord, contrôle plus direct sur la nomination du corps judiciaire de la part du président de la République en Algérie. Suppression, comme je viens de lire, de l'avis supérieur du Conseil supérieur de la magistrature, et intervention directe sur les scrutins locaux. Donc ça, c'était perçu tout de suite par l'opposition algérienne comme un muselage et un rendez-vous raté, puisque nous sommes déjà dans le 2e rendez-vous législatif post-Hirak. Oui. Et comme en 2021, il y a eu un vote sanction, mais là, il est beaucoup plus important. Et paradoxalement, encore une fois, ça ne gêne pas le pouvoir algérien. Ça ne gêne pas le pouvoir algérien parce que ça lui permet au contraire de renforcer la structure militaire, la seule pouvant être un ciment de la nation algérienne, et renforcer bien sûr le pouvoir du président qui lui-même est soumis au diktat des militaires. Donc, alors justement, vous avez parlé du FLN avec 350 000 voix. Il est quand même en tête des législatives, 98 sièges. Alors ensuite le RND, ensuite Front Mostaqbal. Ces résultats pour vous, est-ce qu'ils traduisent une compétition politique réelle, ou est-ce que c'est juste une continuité de ce système, comme vous l'avez mentionné, de majorité de surface un peu? Évidemment, c'est une compétition de surface. Le premier, c'est le FLN, le deuxième, c'est le MSP, le mouvement pour la société et la paix, et le troisième, c'est le RND. Voilà. Alors, si il me semble bien, c'est ce que vous avez, s'il me semble bien, le deuxième. Moi, j'ai le FLN, RND et le Front Mostaqbal. Non, il y a le MSP en deuxième. D'accord. Le mouvement de la société pour la paix, c'est le parti islamiste légal en Algérie, qui aussi a pris part à cette farce, et qui aussi ne reflète pas la réalité de l'activisme islamiste très en profondeur en Algérie.
Parce qu'il y a quand même des résidus du fils en Algérie. Il n'y a pas que les résidus du fils. D'abord, il y a le leader du fils qui s'exprime toujours, c'est Ali Belhaj, qui est une personnalité très éloquente, qui a un discours bien rodé et qui a toujours ses partisans. C'est quelqu'un aussi d'extrêmement dangereux. Il a poussé vers la guerre civile, il faut le rappeler, au début des années 90, et qui menaçait la vie civile en Algérie. Donc il est toujours là. Et le fait d'avoir des islamistes de façade comme ça, je me demande si ça a un effet véritablement sur la poussée de cette poussée latente que l'on peut observer dans la société algérienne d'un islamisme extrêmement radical. Il n'y a aucun effet là-dessus et c'est vraiment de la perte de temps du pouvoir algérien de vouloir jouer un peu avec les composantes islamistes pour juguler et maquiller et juguler le poussée islamiste et qu'en réalité, il n'y a aucun effet. Le RND, vous avez parlé du RND, Rassemblement National Démocratique, c'est ce que les Algériens appellent le FLN2. Il n'y a aucune différence entre le RND et le FLN. C'était par calcul politique que le RND a été fondé au milieu des années 90 par Ahmed Ouihia, un classique du régime aujourd'hui, en prison. Donc, ce qui se passe en réalité en prison, du fait, rappelons-le, de la lutte des clans qu'il y a au sommet du pouvoir algérien qui continue. Rappelons qu'il y a plus d'une centaine de généraux, au dernier chiffre que j'avais eu, qui sont aussi en prison, les généraux de l'armée algérienne, de l'armée nationale populaire. C'est un peu des guerres fratricides, ça. Voilà, c'est un pouvoir aujourd'hui qui est extrêmement minoritaire et qui a du mal à sortir de cette image de minorité. Il en est conscient, et tout ce qu'il importe aujourd'hui, c'est envoyer le message aux Algériens que toute action civile ou politique pour pouvoir remettre en cause ce pouvoir-là est vaine. Voilà pourquoi j'ai dit au début que c'est un vote sanction qui a été planifié par le pouvoir algérien. Alors, est-ce qu'on peut dire que les résultats de cette élection confirment un petit peu l'existence de deux Algéries? Un pays légal, celui des institutions, des résultats, et celui d'une population massive qui est tenue à distance de cette vie politique. Oui, évidemment. Évidemment, la population algérienne a été tenue à distance de la vie politique dès 1962. Tout le monde le sait. Dès l'indépendance. Dès l'indépendance, les dirigeants qui ont lancé celui qui a donné le coup d'envoi de la révolution du 1er novembre 1954, le soir du 31 octobre, Mohamed Boudiaf, a quitté l'Algérie dès 1963. C'est lui qui a donné le coup d'envoi, qui a dit demain commencera la guerre d'indépendance pour pouvoir mettre fin à 130 ans de présence française. C'était le père fondateur du FLN, l'homme numéro 1 de la révolution algérienne. C'est lui qui aurait dû être président en 62, plus que Ben Bella. Il a tout de suite quitté l'Algérie en 63 pour venir ici au Maroc parce qu'il a très vite compris ce que vous venez de dire. Ce n'est que la réédition encore et encore des événements de septembre 62, la confiscation du pouvoir par une petite clique aux dépens de la masse qui, elle, a consenti les sacrifices et subit donc cette confiscation du pouvoir depuis plus de 60 ans. Alors, est-ce qu'on peut considérer, vu ce que vous venez de dire, cette abstention comme un petit peu ce silence comme une parole politique en soi? Mais bien sûr, évidemment que c'est une parole politique. La dernière fois qu'il y a eu un vote démocratique en Algérie, c'était en 1992. Et puis le fils était arrivé premier. Les islamistes. Oui, ça a donné les islamistes. Et puis l'armée a dû intervenir pour ne pas, entre les deux tours, et puis il y a eu la guerre civile. Mais depuis, le peuple algérien a du mal à s'exprimer. Et ce que reflètent les médias, la presse, le discours ou l'Algérie telle que dessinée par la voix officielle, on ne la retrouve pas dans la réalité. La preuve, c'est le Hirak. On voit, par exemple, récemment, Tel Quel a posté un article intéressant où vos confrères de Tel Quel, je ne sais pas si on peut le dire, oui, où ils ont évalué, ils ont fait une étude chiffrée, ils ont évalué au nombre d'un article par jour peut-être, ou un article tous les 2 jours, s'il me semblait bien, dans la presse algérienne, qui soit extrêmement, qui est extrêmement hostile vis-à-vis du Maroc. Donc, on est tout le temps en train de détourner l'attention vers le Maroc. Et en parallèle, lorsqu'il y a eu le Hirak, pendant toute une année, 50 vendredis peut-être, le peuple algérien a manifesté partout sur le territoire. Alger, pas que Alger, partout. Dans les petites villes, dans les villes moyennes et ainsi de suite. Je me souviens par exemple à Blida, c'était une des villes dans la banlieue d'Alger, on voyait les manifestations monstres de la population de Blida, monstres.
pas une fois, la population algérienne n'a parlé du Maroc. Donc on peut, rien qu'à travers cet simple exercice, un harcèlement continu du Maroc dans la presse, lorsque le peuple algérien parle, il n'en parle même pas. J'ai envie de dire, ils s'en foutent du Maroc. Est-ce qu'ils l'aiment ou pas, ça nous s'en fout. Mais ils s'en foutent complètement. Ce qui leur intéresse, mais bien sûr, leurs intérêts, leurs intérêts sont ailleurs. C'est l'emploi, création de richesse, restructurer l'État algérien ultra centralisé. C'est le pays le plus centralisé du monde. C'est le pays le plus centralisé du monde, c'est l'Algérie. Tout se passe à Alger. Tout se passe à Alger, avec un découpage territorial abscon, 67 wilayas, et sans intermédiaire entre l'État central et la province. Alors que partout dans le monde, on a des régions quand même intermédiaires. Il n'y a pas de région en Algérie, parce que le pouvoir a peur, en créant des régions, de pousser vers l'indépendantisme et l'autonomisation. Et ça, le pouvoir algérien le refuse. Il refuse l'autonomie aux provinces, aux régions kabyles. Il refuse l'autonomie aux régions touareg, qui pourtant, elles, sont des régions qui fournissent le pétrole et le gaz au nord algérien, avec une composition ethnique, disons-le, totalement différente de celle du nord. Ils auraient droit à une autonomie. Évidemment, le pouvoir algérien refuse tout ça. C'est que des wilayas avec des walis nommés à partir d'Alger, qui sont des hauts fonctionnaires, qui ne rendent compte que à Alger. Donc c'est un système quand même trop centralisé, concentré. Alors encore une fois, nous, en tant que Marocains, nous ne donnons pas des leçons à l'Algérie, loin de là. Nous avons aussi un système ultra centralisé, nous avons aussi nos problèmes, nous avons aussi des défis, les challenges qui nous attendent. Ce que nous comprenons pas, et vous allez partager avec moi, Mamoun, c'est que le régime, les dirigeants algériens puissent nous donner des leçons. Ça, c'est vraiment incompréhensible. Vraiment. Et le peuple algérien, je pense, doit comprendre ça. Nous ne donnons pas de leçons à l'Algérie. Ce que nous comprenons pas, c'est que les dirigeants algériens viennent pérorer et donner des leçons de morale, de bienséance, de comment diriger un pays, de comment gérer les masses, de comment on devrait gérer ce référendum ou cette autonomie au Sahara, alors que sur leur propre territoire, c'est échec sur échec, échec patent, catastrophique, comme une participation aussi faible de 4,5 millions. Ça rejoint certainement ce que vous avez mentionné, le fait de tirer l'attention du peuple vers l'ennemi extérieur, de garder tout le temps les yeux rivés vers ce danger qui vient du Maroc, mais bien sûr, cela ne changera pas les faits comme ils sont. Alors, vous avez mentionné le Hirak de 2019 à plusieurs reprises. Ce Hirak où le peuple algérien demandait sa souveraineté citoyenne, la rupture avec les anciennes pratiques. Nous sommes à 7 ans de ce Hirak. Pour vous, est-ce que le peuple algérien n'a pas complètement perdu espoir? Qu'est-ce qui reste de cette dynamique du Hirak aujourd'hui en Algérie? Alors, moi personnellement, j'ai totalement perdu espoir en tant que Marocain, observateur de l'actualité en Algérie. Concrètement, pourquoi j'ai perdu espoir? Il y avait eu, au moment du Hirak, un certain nombre d'initiatives citoyennes qui avaient fleuri un peu partout en Algérie, qui avaient pour objet d'associer la jeunesse, d'associer les citoyennes algériennes à produire un projet de société pour cette nation algérienne. Toute cette myriade qui émaillait le territoire, myriade de petites initiatives, organisations, petites structures, ont été la première cible du pouvoir algérien après la fin du Hirak. Une fin orchestrée sur fond de Covid, vous vous souvenez. Pourtant, en parallèle, le pouvoir algérien parle de Hirak glorieux, de Hirak Majid, le Hirak Moubarak, etc. Mais en parallèle, effectivement, ce double discours, comme on peut le voir avec le Maghreb, comme on peut le voir avec la Palestine, c'est toujours ce double discours. En parallèle, le pouvoir algérien s'est attelé, dès le début de la fin du Hirak, à harceler les militants du Hirak, les arrêter, les terroriser, et les mettre en prison, les poursuivre en justice, et ainsi de suite. Donc il y a une politisation où ils prennent en otage ce Hirak un peu pour l'utiliser à leur pour leurs intérêts. Voilà, et en parallèle, même temps, un combat contre les militants. C'est une inquisition, une véritable inquisition qui a été organisée, déployée sur le terrain contre les militants du Hirak. Des militants qui sont des patriotes, qui veulent une Algérie debout, qui veulent une Algérie prospère et qui ont le droit de défendre, comme n'importe quel citoyen dans le monde, ces objectifs-là. Ils sont empêchés par le pouvoir algérien. Alors, comme vous le savez, l'économie algérienne est fortement basée sur les hydrocarbures en général. Le régime a souvent utilisé ces ressources comme une rente sociale lui permettant un petit peu de garder sa main mise, surtout sur les élites algériennes. Est-ce que pour vous, ce système un peu de paix donne toujours ses fruits ou est-ce qu'il commence à faire face à ses limites? Alors, pour comprendre ce système, il y a un paramètre important, c'est les réserves de change.
en Algérie. C'est ce qui permet de jauger un peu l'état de la paix sociale. On se souvient que Bouteflika avait mis en place, avait accumulé un matelas financier de 250 milliards de dollars, ce qu'ils appellent un matelas financier de 250 milliards de dollars en Algérie. Ça avait permis à Bouteflika de se maintenir longtemps aux affaires. Et puis, il y a eu la baisse des prix du pétrole à partir de 2014, exactement comme en 86, 85, 86. 3 ans plus tard, en 85, après le choc pétrolier de 85-86, il y a eu les événements d'octobre 88 en Algérie. Pareil pour le choc pétrolier de juillet 2014. 4 ans plus tard ou 5 ans plus tard, il y a eu les événements du Hirak. Donc c'est le prix du baril et le volume des réserves de change permettent de jauger un peu quel est l'état de la paix sociale en Algérie. Pour le moment, Ibn Majid Tebboune redistribue en donnant à tout le monde, en recrutant à tour de bras contre toute logique économique. Et ça lui permet alors de se maintenir un peu aux affaires. Et il y a aussi cette façade un peu artificielle que renvoie l'Algérie en termes économiques. On voit un pays de 317 milliards de dollars de PIB cette année, avec les projections du FMI. Le double du PIB marocain. 200. Le PIB marocain il est de 200. Ou 195 ou quelque chose comme ça. Bon, on va arrondir à 200. 320 pour l'Algérie, 200 pour le Maroc. Pour une population de 37 millions, en Algérie 48 millions. Et on se dit, de loin, mais c'est l'Algérie, le géant du Maghreb, et puis les autres, ce sont des satellites, Tunisie, Maroc. C'est exactement ça la stratégie de l'armée, en tout cas des Martiens, c'est-à-dire les officiers de l'armée qui tiennent l'armée, mais qui n'ont commencé la guerre d'indépendance qu'en mars 62, c'est-à-dire 3 mois avant la fin. Ils appellent les Martiens en Algérie. Okay. On les appelle les Martiens, typiquement Saïd Chengueriha. Qui ont fait leurs armes dans l'armée française. Dans l'armée française et qui poursuivent donc l'objectif qui a été celui de l'armée française dès 1830, c'est-à-dire minorer et éroder les fonctionnements organiques produits par l'histoire du Maghreb, que sont par exemple la nation marocaine, qui est une vieille nation structurée autour d'un pouvoir ancestral ancien. Nous avons des volumes d'histoire qui font des kilomètres et nous pouvons le prouver. On n'a aucun problème à prouver tout ça, les traités, les correspondances diplomatiques et ainsi de suite. Et aussi la Tunisie par exemple, qui a été amputée d'un certain nombre de ses territoires, le Maroc pareil, pour propulser une construction qui était coloniale au départ et qui voyait comme étant le centre de la présence européenne en Afrique du Nord, qui a échoué ensuite en 1962. C'était un peu la stratégie française après avoir quitté les deux, voilà. Maroc-Tunisie, elle a décidé de tout. Non, avant même. Avant, pendant le protectorat, etc. L'idée était, on le sait très bien, Mamoun, que des territoires entiers ont été détachés du Maroc, rattachés à l'Algérie, parce que les colons présents en Algérie pensaient que c'était pour toujours, que l'Algérie était française et qu'il allait être la vitrine de la France en Afrique et le pilier de la présence française avec des petits États affaiblis, donc ne permettant pas à la population autochtone un jour de relever la tête. Voilà l'objectif de cette présence, de cette stratégie coloniale. Et c'est exactement cette stratégie coloniale que l'on retrouve aujourd'hui portée par l'armée. Une armée qui veut un État dans le Rif, qui veut un État dans le Sahara, qui parle aujourd'hui d'un principauté de Marrakech et de Fès contre toute logique historique. Il n'y a pas. Logiquement, historiquement, il n'y a pas. On n'a pas eu une colonisation. On n'en a jamais entendu parler. Il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Et puis la France est rentrée en 1912. Elle est restée 40 ans. Les gens qui ont vécu en 1912, ils ont vu aussi l'indépendance. Il y en avait beaucoup. Et puis ils se souvenaient pas qu'avant ils appartenaient à une nation de Fès ou l'autre, une nation de Marrakech. Ça n'existe pas tout cela. Eh bien, c'est ça l'objectif. C'est morceler encore et encore et à créer une structure au milieu qui soit puissante, dominante. Alors, dans la perspective algérienne, ce projet peut paraître séduisant. Le problème, c'est que il ne s'agit pas d'un projet. La réalité, c'est que ça, c'est une façade, encore une fois, d'un projet de promotion d'une Algérie superpuissante aux dépens de ses voisins. La réalité, ce qu'on a vu, c'est comment les militaires algériens ont géré l'Algérie depuis 60 ans. Sans pétrole, ça aurait été autre chose. Ils l'ont géré par la répression extrême, une guerre civile monstrueuse et des révolutions et des coups d'État avortés ou ainsi de suite. C'était chaotique et donc en réalité ces militaires algériens sont en train de planifier le chaos permanent en Afrique du Nord comme ce qu'on a pu voir dans des régions en Asie centrale, Afghanistan ou dans des régions en Moyen-Orient ou dans le Sahel aujourd'hui. D'ailleurs, où on trouve les traces de l'Algérie algérienne. Voilà, dans le chaos au Sahel. Et c'est donc la déstructuration des fonctionnements organiques nés de l'histoire
des autochtones et au profit de schémas importés de l'étranger. Et si jamais ce projet venait à arriver, cela démontrerait à ces promoteurs de ce schéma en provenance de l'étranger une supériorité d'une race sur une autre, d'une civilisation sur une autre, et mettrait considérablement en danger les populations d'Afrique du Nord. Donc il est important que pour qu'un Algérien comprenne que la stabilité et l'unité territoriale d'un pays comme le Maroc ou de la Tunisie va de pair avec la pérennité d'une nation algérienne et non l'inverse. Et affaiblir le Maroc, c'est aboutir à une déstabilisation durable de l'Afrique du Nord qui ne bénéficierait à aucun Maghrébin. Tout à fait. Alors, il y a une autre façade, si vous voulez, de cette élection qui souligne particulièrement cette dégringolade un petit peu que connaît l'Algérie ces dernières années. Nous avons en 2016 118 des élus sont des femmes, en 2021 37 et aujourd'hui 23 seulement, moins de 6% du Parlement. Comment est-ce que vous analysez cette chute? Eh bien, encore, on a parlé tout à l'heure peut-être de cette ombre du FLN, du fils qui flotte sur cette région, sur cette Algérie et qui pousse le pouvoir algérien à devoir quand même donner des concessions indirectes aux islamistes. Donc, c'est une pression réelle toujours. Ah oui, évidemment. Il y a une vraie pression. Évidemment, tout est fait pour faire croire que c'est terminé, mais c'est pas terminé. La décennie noire peut revenir. Je le souhaite pas. Évidemment, comme je ne souhaite pas au Maroc qu'il y ait des troubles ou que le Polisario saccage les provinces du Sud ou que le terrorisme qui a fait des ravages en Algérie puisse s'installer au Maroc. Je ne le souhaite pas pour moi, je ne le souhaite pas pour mes voisins algériens. Je suis de composition saine, équilibrée. Je ne souhaite pas que l'autre souffre. La vie est suffisamment dure, vous le savez très bien, même pour tout le monde. Hein. Donc on ne souhaite pas ça, mais ce qui me fait peur, c'est que face à ce risque de résurgence islamiste, la seule carte qu'a l'Algérie, c'est le Maroc. C'est la déstabilisation du Maroc. Et le plan B, avec une érosion aujourd'hui, même s'il y a eu une petite parenthèse avec la guerre en Iran, ou plutôt au Golfe arabo-persique, mais les prix du baril ont monté, mais l'érosion, elle est là, elle est installée. Le pétrole est trop cher pour ce qu'il est, c'est une énergie sale. Aujourd'hui, c'est installé dans les consciences, c'est une énergie instable aussi. On l'a vu avec les guerres, à chaque fois ça monte, ça descend, ce n'est pas une énergie stable, et donc à terme, elle est condamnée. Et les prix du baril, en pleine guerre de Hormuz, n'ont pas excédé, ou très peu de temps, $100. Avant, une moindre étincelle les faisait monter à $120. Donc il y a aujourd'hui une pression sur le bas des hydrocarbures qui fait que l'avenir de l'économie algérienne est hypothéqué tant que nous avons des dirigeants d'un si mauvais niveau que le dirigeant de Tebboune. Et si vous parlez de ces élections, c'est quand même désolant de voir que le président de l'Algérie, en pleine élection législative, s'est invité dans une rixe entre adolescents sur fond de Coupe du Monde, alors que les priorités sont ailleurs. Et que c'était une tentative clairement de gaslighting pour complètement nuire à la performance des Lions de l'Atlas et à la sympathie, l'élan de sympathie qu'on a vu au Qatar, qu'on voit aujourd'hui en 2016 de tout le monde musulman, de l'Indonésie jusqu'au Maroc. C'était ça l'objectif. Donc, plus important que la participation des citoyens dans une élection après le Hirak législative, plus important que l'avenir de l'Algérie, qui vont rédiger les lois, qui vont produire, qui va mener une réflexion sur l'avenir de l'Algérie, sur le projet de société, pouvant soigner les blessures et pouvant amener cette nation de l'avant. Plus important que ça, c'est la performance du Maroc en Coupe du Monde. On voit bien là la nature des dirigeants algériens, qui ne sont pas des dirigeants capables de mener une réforme et de mener ce qu'on appelle un nahda de cette nation algérienne qui le mérite. De toute façon, ça se répète. C'était la même chose lors de la CAF ici avec ça se répète, les jeunes qui ont été arrêtés. Exactement. On dirait que c'est même une sorte de dignité politique qui est perdue dans cette élite algérienne. Il n'y a même plus la dignité politique. J'aime beaucoup ce que vous venez de dire, Mamoun. Oui, il n'y a même plus de dignité politique. Le niveau est tombé extrêmement bas. Plus bas que terre. Ouais. Alors passons à notre troisième partie, un petit peu, si on peut appeler ça comme ça, les effets de cette élection sur le Maroc et sur le Maghreb de façon générale. On voit que c'est cette même, cette même élite qui perdure après cette législative, mais est-ce que cela pourrait avoir un changement quelconque sur la ligne diplomatique algérienne, notamment le dossier du Sahara marocain? Non. Ça ne changera rien du tout. Rien du tout.
Parce que C'est une... c'est un changement de surface. Le régime défend le problème de... Alors vous avez dit tout à l'heure, ils utilisent le Maroc pour détourner l'attention, mais pas que. C'est vrai. Ils utilisent le Maroc pour détourner l'attention des urgences considérables de la société algérienne. Une société prise à une croissance démographique incontrôlée, qui fait que l'Algérie sera peuplée de 70 millions d'habitants dans 40 ans. Comment, avec une élite politique aussi mauvaise et des retards accumulés considérables, une addiction, j'utilise le mot addiction au pétrole et au gaz, comment pouvoir planifier un lendemain pour ces 70 millions d'habitants. Mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que détourner l'attention des Algériens vers le Maroc. C'est qu'à partir du moment que le régime algérien, les dirigeants algériens, notamment les militaires, vont accepter que le Maroc est un partenaire avec lequel on peut construire et qu'il n'y a plus de dossier du Sahara, il va falloir donner un agenda du retrait de la vie politique des militaires, à un moment ou à un autre. Il va falloir donner d'une certaine manière ça justifie un peu leur présence. Voilà. C'est que à partir du moment qu'il y a un ennemi, on peut rester et on peut contrôler au nom de cet ennemi et on peut se déployer partout dans tous les pans de la société algérienne. Si vous critiquez, vous êtes au nom au nom de la lutte contre les traîtres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une manœuvre pour pouvoir contrôler en profondeur le peuple algérien et l'avilir et combattre son identité, combattre ses bases. Et on l'a bien vu que cette humiliation que subit le peuple algérien de la part des régimes, cette appropriation culturelle du Maroc, c'est une humiliation pour l'Algérie. L'Algérie a son histoire, elle a son patrimoine, elle a 3000 ans d'histoire. Alors nous, ce que l'on dit au Maroc, et il faut le dire sans décomplexion, c'est que l'État-nation algérien date du 19e, 20e siècle, notamment avec Abdelkader, et certes de manière plus prégnante avec la révolution du 1er novembre 54. Voilà comment l'État-nation algérien a vu le jour. Et on a du mal à croire que les Turcs, pendant 3 siècles, c'était des Algériens. Ils ne naissaient pas en Algérie, ils étaient nés en Turquie, ils étaient envoyés comme hauts fonctionnaires pour gouverner une province, certes autonomisée, mais sous occupation. Et la façon dont l'histoire, le patrimoine sont pompés d'une manière de chez le voisin est une humiliation pour le parcours du peuple algérien lui-même et de son histoire. Et je vais vous donner un exemple clair. Vous connaissez le vétérinaire historien qui est Domir, qui a fait toute une chaîne YouTube pour falsifier l'histoire d'Afrique du Nord par des coupures de documents, etc., sans aucune historicité, ni scientifique, ni science, ni méthode scientifique avérée. Et il arrive à des conclusions simples, c'est que le peuple algérien est un peuple noble et que le peuple marocain est un peuple vil et sans âme. Par magie. Comme par magie, voilà. Aucun historien moderne ne validerait une telle hypothèse. Ce que Domir avait fait, c'est qu'il avait dit un jour, en réaction à ceux qui disent, par exemple, l'Algérie est née en 62, qu'il n'y avait pas d'histoire, il avait dit, bah tiens, je vais mettre les dirigeants algériens un par un, jusqu'à ce qu'on arrive un avant l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive à Massinissa, il y a 22 siècles. Montrer la profondeur de cette nation, ainsi de suite. Ce que les Algériens ont le droit de le faire. On va pas venir leur dire ne le faites pas. Non. Chacun fait ce qu'il veut. Seulement, moi je trouve pitoyable de la part de ce monsieur de diriger les Turcs étrangers, le Houlouj. Ils étaient appelés le Houlouj, les Turcs, par les Maghrébins. Oui. On les appelait le Houlouj, les étrangers. Les mettre comme étant des souverains algériens, alors qu'il y avait des États algériens indépendants, notamment le sultanat de Koukou et le sultanat de Banu Abbas, qui menaient une résistance farouche pendant 3 siècles contre les Turcs et qui ont fait en sorte de préserver le patrimoine, le peu de patrimoine que les Turcs n'ont pas saccagé. Donc reconnaître l'envahisseur au lieu des résistants. Aux dépens des résistants algériens, et ça, c'est véritablement la vision, la perspective des militaires. On peut la voir, la négation de l'être algérien, systématiquement, et l'obsession de l'autre. Puisqu'ils sont systématiquement une extension de cette colonisation. Voilà, on peut le dire comme ça. Ils sont une extension de la colonisation, et ça en est la preuve. Ne pas reconnaître l'émirat de Koukou comme étant un émirat structuré, comme étant un noyau d'un État algérien qui ensuite est venu
petit à petit à l'Est et à l'Ouest et s'est fédéré à partir du 1er novembre 54, ça c'est un récit quand même totalement valable d'une nation, c'est nier l'existence de l'État algérien. Et je dis que l'émirat de Koukou, c'était en Kabylie. Si vous voyez, ils ont entretenu des correspondances diplomatiques, eux aussi, avec des nations du voisinage, et ces correspondances diplomatiques étaient écrites en arabe classique. Donc intéressant que la Kabylie à l'époque ne voyait pas dans l'arabe classique un élément étranger, et qu'aujourd'hui, après 130 ans de colonisation et 60 ans de parti unique, il voit que donc on a là un fonctionnement insidieux de la logique coloniale qui a été installée et qui ne cherche qu'à la division, l'affaiblissement de la synthèse historique formidable qu'a été le Maghreb. Alors, on voit un petit peu toute cette ce contexte un petit peu sociopolitique qui est vraiment au bord du gouffre en Algérie. Pour vous, après ces législatives, quel est l'enseignement principal et stratégique que Rabat doit prendre en compte ou tirer de ce scrutin algérien? Alors, moi, je pense que nous sommes totalement en droit de défendre, d'utiliser ce scrutin pour défendre notre vision de ce que devrait être le Maghreb de demain, et notamment le Maroc de demain, aux arcanes du Conseil de sécurité. Et mettre en avant qu'un pays incapable d'organiser et de capter sa propre population ne peut pas venir discourir, non, au-delà de ça, discourir et donner des leçons sur comment, sur la volonté des peuples voisins. Ils ne sont pas du tout en état. Et j'ai toujours trouvé, moi j'ai rencontré, je vais vous raconter une anecdote, j'ai rencontré un haut fonctionnaire d'une organisation internationale lorsque j'ai couvré la COP à Belém au Brésil, c'était en octobre dernier. En novembre dernier, c'était après le vote historique du 31 octobre. Et à Belém, ce monsieur qui préside une organisation panafricaine, je ne dirais pas laquelle, qui est algérien, on sait tout de suite, bien entendu, il a la soixantaine, il est fils d'un diplomate algérien. Et on a discuté, donc tout de suite la discussion a dérivé vers le Maghreb, et on disait, bon, c'est dommage, on était tous les deux d'accord. Et là, il me dit, mais la solution pour ça, c'est le référendum. J'ai trouvé que c'était une posture d'une arrogance incroyable. Mais incroyable, d'une arrogance. Qu'ils organisent un référendum sur la volonté du peuple algérien en Algérie, avant de venir nous donner des leçons, comment gouverner, comment gérer les populations, parler au nom du droit des peuples. 250 000 morts dans les années 90, pas un seul procès. Il y a quand même un haut fonctionnaire, un officier de l'armée algérienne qui a témoigné de visu avoir vu Saïd Chengriha asperger un jeune adolescent de 15 ans de carburant et l'allumer, brûler vivant. Saïd Chengriha. On ne peut pas accepter que ce monsieur vienne nous expliquer qu'il a du cœur pour les Sahraouis. Bien sûr que non. Et nous n'y croyons pas. Et les Algériens aussi n'y croient pas. Pendant 1 an, ils sont sortis de Hirak, ils n'ont pas parlé du Sahara, ils n'ont pas parlé de Saïd Chengriha d'ailleurs, puisqu'à l'époque, il y avait Qaïd Saleh, qui est mort dans des circonstances plus que troublantes. Toutes les personnes que Qaïd Saleh a arrêtées avant sa mort ont été relâchées juste après sa mort. On peut très bien, on devine ce qui s'est passé. Et c'est toujours ça, deception, comme on dit en anglais, c'est toujours le maquillage, c'est toujours le mensonge qui caractérise cette junte militaire en Algérie, et de la même manière avec laquelle ils prétendent être neutres sur ce dossier du Sahara, de manière absurde et absconde d'une arrogance inimaginable, de la même manière, ils ont pu mentir comme ça pendant 50 ans en disant qu'ils sont neutres, de la même manière ils ont menti en inventant le peuple du Polisario du Sahara. C'est un mensonge éhonté qui n'a servi qu'à faire avancer les intérêts de l'étranger sur nous maghrébins, de nous faire reculer nous maghrébins, et cette reculade ne cessera jusqu'à ce qu'il y ait un éveil. Et moi j'appelle le peuple algérien à cesser de croire en ces histoires, ces sornettes des droits de l'homme, etc. au Sahara, où j'ai été à plusieurs reprises. On peut voir un pays, une région totalement apaisée, une région prospère, hein, et cesser de croire en tout cela et militer, bien au contraire, pour une intégration régionale qui nous reviendrait en bénéfice à tous, jusqu'à notre bulletin de salaire. Alors, pour nous Marocains, on dit souvent que l'Algérie ne veut pas lâcher cette affaire du Sahara marocain parce qu'elle veut un accès à l'Atlantique pour des raisons commerciales. Mais est-ce que ça vaut le coup? C'est quand même une pierre énorme dans la chaussure marocaine et algérienne en même temps. On ne peut pas avancer si on reste concentré dessus. Est-ce que pour l'Algérie, ça vaut le coup de rester figé sur cette histoire?
Parce que le dirigeant algérien ne cherche pas le progrès du peuple algérien. Il cherche autre chose. Il cherche d'abord, écoutons ce qu'a dit Boumedienne dans les années 70, le ventre de nos femmes, c'est notre revanche de demain. Dans cette phrase, vous avez entendu parler de développement? Non. Vous avez entendu parler d'emploi? Non. Vous avez entendu parler de progrès? De paix? Non, revanche. Un sentiment noir de haine qui est l'âme du pouvoir algérien, avec lequel nous, Marocains, nous devons faire. On n'a aucun choix. On n'y peut rien. On continuera de se protéger, on continuera de tracer notre chemin. On sait que si le peuple algérien avait été à nos côtés, comme nous avons été à son côté, ce chemin, on l'aurait fait beaucoup plus vite. Mais c'est comme ça. On n'y peut rien. On n'y peut rien. C'est Hafid, un dernier mot. Un dernier mot, bonne question. Je dirais que j'appellerai les Algériens à se concentrer sur leur histoire. Nous, nos médinas, elles font de centaines d'hectares, nos palaces, on les voit. C'était un empire, il y avait du zélige, il y avait de la création, il y avait du kaftan, il y avait etc. Ceux qui ont construit ça, c'était aussi des Algériens. Il ne s'agit pas de race. Mon dernier mot, ça sera ça. Il s'agit de terre. L'histoire de l'Algérie a été une histoire d'une périphérie d'empire. C'est très blessant ce que je dis, et beaucoup vont se protester, mais on le voit. C'est en réalité. Ce n'est pas les médinas de Tunis ou de Sfax, on les retrouve pas en Algérie, les médinas de Fès ou de Marrakech, de Meknès, on les retrouve pas en Algérie. C'était une terre de périphérie d'empire. Il est totalement légitime pour le peuple algérien de vouloir devenir peut-être le centre du Maghreb. Mais c'est pas par le sabotage du Maghreb, mais c'est par la compétition fair, juste, pour pouvoir arriver, être le meneur du Maghreb, si vous voulez. Mais pour faire cette compétition, il faut être sûr de soi. Je trouve que les Algériens ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Venir dire le zélige est à nous, c'est pas à vous. Vous avez de la céramique, on le voit très bien, dans le palais de la Mouradia. Il y a des traits caractéristiques de l'identité algérienne. Soignez-les, mettez-les en avant. Quand on parle d'ouvrir la frontière, c'est chaque fois, il y aura 3 millions ou 5 millions de touristes algériens qui vont aller au Maroc. Aucun Marocain va aller en Algérie. Mais pourquoi vous dites ça? Ayez plus confiance en vos paysages, ayez plus confiance en votre histoire. Il y a des pyramides en Algérie, vous le savez. L'histoire antique de l'Algérie est plus florissante que celle de ce qu'on appelait la Mauritanie à l'époque, c'est-à-dire l'ancêtre du Maroc. Parce que la Mauritanie de l'époque était plus réservée, un peu plus lointaine. Donc, il y a plus de monuments romains, plus Tipaza, une autre ville dont j'ai oublié le nom, qui est malheureusement, parce que c'est les vestiges les plus importants de la présence romaine au Timgad. Voilà, Timgad est la ville la plus importante en termes de présence romaine, qui témoignait d'une région florissante. Et on peut s'imaginer qu'à l'époque, les morts, MAURE, qui étaient du Maroc, immigrés là-bas, et sont aujourd'hui leurs descendants sont algériens. Comme on sait très bien que nos remparts, nos médinas ont été aussi construites par des bras algériens qui sont restés au Maroc et dont les descendants aujourd'hui sont marocains. Tout à fait. Donc il n'y a pas de peuple algérien noble et d'une nation marocaine vile et traîtresse sans âme. C'est la terre marocaine qui a fait la nation marocaine, et aujourd'hui la terre algérienne, elle a du pétrole. Ce pétrole aurait pu restaurer ou donner à l'Algérie un plus par rapport aux pays voisins. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, le pari est raté, mais l'avenir est toujours là. Il ne faut pas cracher sur l'avenir. Donc encore une fois, mon dernier mot, c'est pour être meneur du Maghreb, ce n'est pas en sabotant le Maghreb. Être meneur du Maghreb, c'est une volonté, c'est une ambition juste pour une nation, mais dans une compétition juste et en obéissant aux lois du marché, c'est-à-dire frontières ouvertes, le laisser aller, le laisser passer, et puis la compétition aux entrepreneurs. Inch'Allah. C'est Hafid Boutal, vous êtes cofondateur de l'initiative pour la communauté économique du Maghreb. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à sa fin et restez branchés pour plus.